La tension monte encore d'un cran entre Israël et l'Iran, menaçant un peu plus le fragile cessez-le-feu en vigueur. Lundi matin, Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles vers l'État hébreu. Des explosions ont notamment été entendues à Jérusalem, où l'armée israélienne a identifié un tir de missile en provenance du Yémen. Tsahal a également fait état d'un second barrage de missiles tiré depuis l'Iran. Un peu plus tôt dans la matinée, Israël a lui-même mené des frappes aériennes dans le centre et l'ouest de l'Iran. Des explosions ont notamment été entendues à Téhéran, Tabriz et Ispahan, selon la télévision d'État iranienne. Cette nouvelle escalade intervient au lendemain d'un raid israélien dans la banlieue sud de Beyrouth qui a fait 2 morts et une vingtaine de blessés, auquel Téhéran a répliqué par le lancement de 11 missiles en direction du territoire israélien. Depuis plusieurs jours, les négociations entre l'Iran et les États-Unis patinent. Téhéran conditionne tout accord de paix à la fin des hostilités au Liban et a averti que toute nouvelle attaque contre Beyrouth entraînerait une reprise à grande échelle des combats. Les dirigeants français, allemands et britanniques soutiennent le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son appel à des pourparlers directs sur un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, selon une déclaration commune publiée à l'issue de discussions sur la défense à Londres dimanche soir. Zelensky a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz au 10 Downing Street pour échanger sur le sujet. Les dirigeants ont soutenu la proposition d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie avec la participation active des États-Unis et de l'Europe. Selon eux, la ligne de contact actuelle devrait servir de point de départ aux négociations et les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. La réunion de dimanche à Londres fait suite à la proposition de Zelensky formulée jeudi dans une lettre ouverte d'une rencontre en face à face avec le président russe Vladimir Poutine. Le président russe a rejeté cette initiative, affirmant qu'il ne voyait aucun intérêt à rencontrer Zelensky tant qu'un éventuel accord de paix n'aurait pas été conclu. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, le groupe dit E3 des nations européennes, sont des soutiens clés de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022. À New York, 6 personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme blanche survenue dimanche soir dans la gare Penn Station, à la veille du 3e match des finales NBA qui doit se tenir au Madison Square Garden, à quelques mètres seulement des lieux. Dans un premier temps, les pompiers de la ville ont fait état de 5 victimes, une blessée grave, 2 dans un état modéré et 2 plus légèrement touchées. Toutes ont été transportées à l'hôpital Bellevue. Une 6e victime a été découverte peu après et a été transportée dans un autre établissement hospitalier. L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le contrôleur de la ville de New York, l'individu souffrirait de graves problèmes psychologiques. Alors que des milliers de supporters sont attendus au match 3 des finales NBA et que Donald Trump devrait également y assister, les autorités ont annoncé un renforcement du dispositif de sécurité autour du Madison Square Garden. Le parti du Premier ministre kosovar Albin Kurti est arrivé en tête des élections législatives anticipées organisées dimanche selon des sondages sortis des urnes. Il s'agit du 3e scrutin parlementaire en un peu plus d'1 an dans ce pays des Balkans occidentaux où la population exprime une lassitude croissante face à l'instabilité politique. Ces élections ont été convoquées après plusieurs mois de blocage institutionnel. En avril, un parlement profondément divisé n'était pas parvenu à élire un nouveau président, aggravant une crise politique née des élections législatives de février 2025. Lors de ce précédent scrutin, le mouvement d'Albin Kurti était déjà arrivé largement en tête sans toutefois obtenir la majorité nécessaire pour gouverner seul. Les tensions avec l'opposition n'ont cependant jamais cessé. Le boycott d'un vote parlementaire destiné à désigner un nouveau président a finalement conduit à la dissolution de l'Assemblée et à la tenue de nouvelles élections. Pour de nombreux observateurs, ce nouveau scrutin risque toutefois de ne pas suffire à sortir le Kosovo de l'instabilité politique. Le cinéaste iranien Jafar Panahi, figure majeure du cinéma mondial et lauréat de la Palme d'Or à Cannes en 2025, risque de nouveau la prison ainsi qu'une interdiction de voyager après une décision de justice rendue à Téhéran.
Dimanche, son avocat a annoncé qu'un tribunal révolutionnaire avait rejeté les recours déposés par la défense et confirmé dans son intégralité un verdict prononcé par contumace contre le réalisateur. Dans cette décision initiale, Jafar Panahi avait été condamné à 1 an de prison pour propagande contre la République islamique d'Iran. La peine s'accompagne également d'une interdiction de quitter le territoire pendant 2 ans, ainsi que de restrictions l'empêchant d'adhérer à des organisations ou associations à caractère politique et social. Selon les autorités iraniennes, plusieurs éléments ont motivé cette condamnation, notamment la réalisation d'un film clandestin critique à l'égard du pouvoir, son soutien aux prisonniers politiques, son appui au mouvement de contestation populaire et son soutien au slogan « Femme, vie, liberté », devenu l'emblème du mouvement de protestation né après la mort de Mahsa Amini en 2022. Le jugement avait été rendu alors que le réalisateur se trouvait à l'étranger pour promouvoir son film Un simple accident, choisi pour représenter la France dans la course aux Oscars. Jafar Panahi était rentré en Iran le 30 mars dernier après avoir participé à cette cérémonie. Son avocat précise que la décision peut encore être contestée devant la Cour d'appel provinciale de Téhéran dans un délai de 20 jours. Les préparatifs s'accélèrent à quelques jours d'un événement de portée mondiale, le G7. Des 15 au 17 juin prochain, les chefs d'État et de gouvernement des 7 principales économies de la planète se réuniront à Évian, dans les Alpes françaises. À une 50aine de kilomètres de là, à La Roche-sur-Foron, les gendarmes peaufinent la logistique du dispositif de sécurité. L'objectif premier de la base, c'est de subvenir aux besoins des unités déployées sur le terrain. L'idée, c'est de pouvoir répondre à tous leurs besoins, que ce soit la réparation de leurs véhicules, voire le remplacement de leurs véhicules, mais également leur distribuer du matériel, également les nourrir. Un défi de taille, puisque 6100 gendarmes et 1400 véhicules seront déployés pour assurer les missions de sécurisation du sommet. Il y a de l'escorte, évidemment, c'est une évidence, de chefs d'État ou de délégations, mais également sécurisation de la population. Des contrôles renforcés de sécurité débuteront à Évian et dans sa région, avec l'instauration de zones de circulation restreintes à partir du 11 juin, soit 4 jours avant le début du G7. Jack Wheeler a 82 ans. Il voyage depuis les années 1960 et a visité tous les pays du monde. My wife asked me how many countries I'd been to. It's like 20 years ago. And so it turned out it's about 140. She said, why don't you try for them all? Wendy Arbeit détient également ce record. Le dernier pays sur sa liste était la Corée du Nord. It was really special because I was the first one in after COVID, first non-Russian tourist. Jack et Wendy se sont rencontrés ce samedi dans la région d'Azeitão, au Portugal, lors du rassemblement des Most Traveled People, une communauté qui prend le voyage très au sérieux. 200 personnes étaient présentes. So we want to inspire people to go to new places, new countries, new territories, new World Heritage Sites. Charles Velli a fondé cette communauté en 2005, après que le livre Guinness des records ait cessé de recenser le record de la personne ayant le plus voyagé. Cette communauté dispose désormais d'une plateforme pour consigner les voyages et compte aujourd'hui plus de 50 000 entrées. Il décerne aussi le titre de grand maître aux personnes qui ont prouvé qu'elles se sont rendues dans les 193 pays reconnus par l'ONU. 150 personnes détiennent ce record. They want to fill out all the countries and all the regions and turn the map green. You don't want the map red, you turn it green, beep, 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 beep. Entre os mais viajados há sobretudo pessoas dos Estados Unidos, da Europa e cada vez mais da Ásia. Todos têm muita vontade de partir, mas também é preciso ter dinheiro. Flights have come down in prices and there's many ways to get to different places. So it's a question of whether you want to stay in less expensive hotels or stay with people. Ces grands voyageurs comptent se retrouver chaque année. Après le Portugal, ils ont choisi la ville de Chengdu en Chine pour leur retrouvaille en 2027. La garde présidentielle grecque qui défile devant des photographies emblématiques. Les clichés retracent près d'un siècle d'histoire des Coupes du Monde de la FIFA. Pour sa 8e édition, le festival Athens Photo World s'installe dans le Jardin national d'Athènes. Le directeur artistique de l'exposition est un photojournaliste qui a couvert les 4 dernières Coupes du Monde. Στόχος των υπαίθριων εκθέσεων αλλά και γενικότερα των εκδηλώσεων του Athens Photo World είναι να έρθει ο απλός κόσμος σε άμεση επαφή με φωτογραφίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας που δεν θα είχε την ευκαιρία να τις δει κάπου αλλού. Έτσι, εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών το δημόσιο χώρο
και γίνεται μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί με χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. En intégrant ces clichés au cœur de la ville, l'événement permet notamment à de nombreux touristes de découvrir ces photos. On est en vacances avec un pote à moi, Dorian, ici en Grèce, pour profiter voilà, de la ville, et on visite aujourd'hui. Et on est juste passé en fait, devant le jardin national d'Athènes. Et comme par hasard, on voit Zinedine Zidane, donc, on a gagné la Coupe du Monde en 98, et c'est notre année de naissance, donc on est fiers. Voilà, mais Athènes, très jolie, très très belle ville, le jardin très sympa. I'm here in Athens and I see Johan Cruyff. I'm a big fan of Ajax and Barcelona, and I like him. Willem II. Yeah. It's my local hero, yeah. Yes. We're really proud of it, the Netherlands. So yes, it's amazing to see the pictures here. Deux des plus grands commentateurs sportifs grecs qui ont couvert de nombreuses Coupes du Monde expliquent l'importance de ces moments immortalisés sur des photos. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ σημαντικές, πολύ χαρακτηριστικές. Δεν απαραίτητο οι μεγαλύτερες στιγμές ή οι καλύτερες φωτογραφίες των Μουντιάλ, είναι όμως πολύ μικρές ξεχωριστές στιγμές, που άλλωστε οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν τα μεγάλα γεγονότα. Το Μουντιάλ είναι αυτό που λέμε πάντα, η τέλεια και απόλυτη συνύπαρξη των εθνών, των φυλών, των πολιτισμών, των αντιλήψεων για τη ζωή, των ημισφαιρίων και όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν μοναδικό. Η έκθεση φωτογραφίας με την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων θα λειτουργεί ως το τέλος Ιουλίου. Στις 20 αυτού του μήνα, την επομένη του φετινού μεγάλου τελικού που θα αναδείξει την διάδοχο της Αργεντινής στον παγκόσμιο θρόνο, θα προσθεθούν φωτογραφίες από την διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Από το κέντρο της Αθήνας, για το Euronews, Γιάννης Γιακίνης.